La CEDH, en parlant des œuvres d'art, le dit depuis un arrêt de 1988. Ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d'art contribuent à l'échange d'idées et d'opinions indispensables à une société démocratique. Voilà donc une vision purement utilitariste de l'œuvre, c'est-à-dire que l'œuvre contribue, exactement comme si c'était un article de presse ou un discours politique, à l'échange d'idées dans une société démocratique. J'ai deux questions à partir de là, que je ne traiterai évidemment pas dans l'ordre. Un échange d'idées sur la vie privée d'autrui est-il indispensable dans une société démocratique? Et la fiction est-elle le lieu de l'échange d'idées? Voilà, ça n'est pas mon plan, mais je les garde comme fil conducteur dans mon exposé. La première question que je voudrais aborder, c'est la question de la place de la fiction par rapport à la place de la presse. George Sand a été accusé de réalisme et donc d'enfreindre une norme esthético-morale, alors que le consensus social qu'on a appelé au milieu du XIXe siècle le pacte de fiction, consistait à attendre de l'œuvre qu'elle embellisse le réel, qu'elle console de ses duretés. George Sand, mis en cause pour avoir, dans ses œuvres littéraires, rendu compte des noirs aspects du réel, dit « L'écrivain n'est qu'un miroir qui reflète, une machine qui décalque, et qui n'a rien à se faire pardonner si ses empreintes sont exactes, si son reflet est fidèle. » Oui, mais si le miroir porte sur une personne réelle, là, on constate que l'attitude des écrivains est très différente et qu'ils ne revendiquent la plupart du temps plus du tout d'être un miroir exact du réel, mais au contraire, ils invoquent le non-réalisme, la transformation du réel, la subjectivité, l'œuvre, la fiction, et établissent donc une différence de nature entre leur récit fictionnel et la vie privée réelle des personnes réelles dont ils s'inspirent. C'est aussi la production de certains producteurs audiovisuels, j'y reviendrai à la fin de cet exposé. Il y a encore une troisième catégorie d'écrivains, je parle à titre principal de la littérature ici, comme Marcella Yacoub dont on a parlé tout à l'heure, ou Philippe Besson qui a écrit L'Enfant d'Octobre, inspiré de l'histoire du petit Grégory. Ceux-là revendiquent le réel et prétendent avoir le droit de le décrire et refusent le concept de fiction. Philippe Besson se revendique du mouvement de non-fiction, qui est ce mouvement qui vient de la littérature américaine, qui est initié par Truman Capote, vous savez, de sang-froid. Ces écrivains, donc, prétendent, et c'est notamment le cas de Besson, participer au débat démocratique, y compris dans ou grâce à leurs intrusions dans la vie privée. Alors, je rappelle que Zola s'est fâché tout rouge contre le régime inégal qui était fait entre la presse et la littérature. Zola dit « On a le droit de raconter le moindre procès dans ses plus sordides détails dans la presse, sous prétexte que le but, c'est de dénoncer l'abomination, c'est-à-dire qu'il y a un côté moraliste de la presse, on est du bon côté du manche, on raconte un procès, on est du côté de la justice et de la police, et donc, au nom de ça, on a le droit de rentrer dans les pires détails intimes des personnes. En revanche, un écrivain, Zola parle de son temps, un écrivain peut être poursuivi pour des questions d'immoralité. Alors là, aujourd'hui, notre question, c'est pas la question de l'immoralité, mais peut-être qu'il y a un petit lien quand même, c'est la question de l'intrusion dans la vie privée. Donc, si, renversons la proposition, si, en l'occurrence, la fiction s'attaque à la vie privée, est-ce que la censure n'est pas légitime, alors qu'elle le serait moins dans un cas qui concerne la morale? Pour répondre à cette question, il faut essayer de comprendre comment fonctionne la fiction. N'ayez pas peur, je vais vous emmener ailleurs qu'en droit, ça ne fait pas mal, un tout petit peu de références qui viennent de la littérature et de la philosophie, et je vous promets qu'on reviendra à la jurisprudence après. Alors, comment fonctionne la fiction? Puisque moi, en tant que juriste, je ne sais pas ce que c'est que la fiction. Il y a une première acception qui considère que la fiction, son problème, ça n'est pas la vérité. Ça n'est pas son enjeu. Ici, il y a deux postulats. Le premier, c'est que le sens d'un discours de fiction ne renvoie pas nécessairement à une dénotation, c'est-à-dire au réel. Et le deuxième postulat, c'est que la valeur art est en contradiction avec la valeur vérité, et seulement la première suscite le plaisir, ce qui est quand même la première chose qu'on va rechercher dans un contact avec l'œuvre. Donc,
On peut objecter qu'il y a aussi du plaisir dans la science, dans la lecture d'un journal, etc. Mais ça serait trop long de rentrer dans ce détail-là, mais ça n'est pas le même type de plaisir que l'on prend à être en contact avec une œuvre ou être en lecture d'une œuvre didactique. Dans une seconde acception, la vérité est bien l'enjeu de l'œuvre. C'est-à-dire que là, on est complètement en contradiction. Je rappelle que dans la première acception, la fiction, c'est une possibilité d'élévation de l'âme ou une occasion de consolation. Dans la seconde acception, la fiction, bien mieux que l'article de journal, permet la confrontation au réel par un mécanisme qui passe par le fait de raconter une histoire et de pouvoir s'en détacher par les faits de la fiction. C'est donc au travers de la subjectivité de l'auteur qu'on va accéder au réel bien mieux que si on en lisait le récit objectif et circonstancié dans un article de journal. Quand le juge est confronté à point d'interrogation, parce qu'il y a parfois des cas très difficiles. Je pense au roman de Besson, où Besson dit « je fais de la non-fiction » et où l'éditeur fait un avertissement pour dire que c'est de la fiction. Qui croire, l'auteur ou l'éditeur? Et quand bien même les deux diraient la même chose de ce que le livre propose, les juges n'ont de toute façon pas d'autre choix que d'analyser l'œuvre elle-même et de ne pas faire confiance à ce qui s'appelle le paratexte. Et donc, ils sont bien obligés de faire une analyse de l'œuvre, et ce que je vais... ça va être mon fil conducteur. Ce que je trouve vraiment dommage dans la jurisprudence, et je pense que c'est aussi un problème des plaideurs dans ces dossiers, c'est que quand on travaille sur une œuvre, si on ne travaille pas sur sa forme, on passe bien souvent à côté de l'œuvre, et donc on offre au juge sur un plateau le fait de considérer l'œuvre pour ce qu'elle dit de façon littérale, c'est-à-dire en fait une interprétation de l'œuvre, et non pas de considérer l'œuvre dans sa forme qui génère une polysémie. Je vais essayer de l'expliquer. Donc à mon sens, on ne peut aborder l'œuvre que dans sa forme spécifique, et sa forme spécifique, ça n'est pas la même forme qu'un article de presse, qu'un docu-fiction. Enfin, il y a des tas de strates différentes. Par rapport à la question de la vie privée, petit commentaire rapide, puisqu'elle a été déjà beaucoup abordée, c'est généralement le portrait défavorable qui donne lieu à un litige. On voit rarement des personnes qui apparaissent complètement magnifiées dans un roman venir se plaindre devant la justice. Et donc, j'attire simplement l'attention de l'auditoire sur le fait qu'il me semble curieux que ce soit le portrait défavorable qui soit à l'occasion d'une demande sur le terrain de la vie privée, parce qu'a priori, il y a deux autres terrains qui sont, et qui devraient être les terrains de revendication, qui sont soit l'injure, soit la diffamation, en tout cas la loi sur la presse. Le fait de passer par l'argumentaire de la vie privée permet évidemment, notamment, de contourner les règles de la prescription qui sont extrêmement sévères en matière de diffamation. Donc, vous voyez, comme le droit rejoint la philosophie. Pour déceler qu'une œuvre est bien de fiction, il a été dégagé en narratologie 4 critères, et là j'emprunte ceux de Doris Cohn, mais je mettrai plein de références si ça vous intéresse dans l'article à publier. Alors, 4 indices. Le paratexte, je l'ai abordé tout à l'heure, donc le titre, la catégorie, le genre d'éditeur. Un éditeur peut être plus habitué à publier des documents plutôt que de la littérature fictionnelle, donc ça donne un indice sur ce que peut être le livre que vous avez dans les mains. Le genre de la collection, le discours de promotion de l'œuvre. Alors là, évidemment, en général, on fait face à des contradictions certaines, avec des revendications qui participent à la fois de se raccrocher au réel parce que le réel fait vendre, mais en même temps de dire que c'est de la fiction. Donc là encore, c'est compliqué. Donc, discours de l'auteur et de l'éditeur, je l'ai dit tout à l'heure. Deuxième critère qui permet de caractériser la fiction, le recours massif au dialogue, au discours intérieur, au style intérieur libre et à différentes voies narratives qui sont indépendantes du narrateur. Vous trouvez rarement l'ensemble de ces caractéristiques dans un bouquin de droit, par exemple. Donc vous pouvez plutôt supposer que vous êtes face à un roman quand toutes ces caractéristiques sont réunies. L'absence de notes et de recours à des éléments du réel directement identifiables sont également des indices de la fiction. Et le quatrième, qui est cher à mon cœur, qui est la liberté d'interprétation, c'est-à-dire le fait que l'œuvre de fiction est par nature ou par caractéristique
polysémique, c'est-à-dire qu'elle s'offre à l'interprétation, que chaque récepteur se fait sa propre œuvre dans la façon qu'il a de le recevoir, avec sa sensibilité, sa culture, etc., etc. Ces indices sont tous réversibles, ou quasiment tous, ils sont extrêmement discutés, et donc je pense qu'il faut aller voir ailleurs, dans la question de la réception de l'œuvre, pour arriver à mieux identifier la fiction. Des philosophes, notamment Jean-Marie Schaeffer et un spécialiste de la littérature qui s'appelle Searle, qui est toujours vivant, qui est un Américain, ont travaillé sur la question de la croyance. C'est-à-dire, quand je lis un livre, est-ce que je crois que ce qui m'est dit est vrai ? Et ça, c'est vraiment une question fondamentale pour savoir si on a affaire à une fiction ou pas. Alors, la fiction et le roman s'est créé sur l'idée que précisément on pouvait croire. La phrase de Coleridge qui a marqué toute la littérature du XIXe siècle consiste à dire que l'accès à l'œuvre se fait par la suspension volontaire de l'incrédulité. C'est-à-dire, je décide de ne plus ne pas croire face à une œuvre, je me laisse avoir par l'histoire, je me laisse happer par le roman, par le film, et j'accepte de me faire prendre par la main dans une histoire dont je sais par ailleurs qu'elle n'est pas vraie. Donc la crédulité ou l'incrédulité n'a rien à voir, ne suppose pas nécessairement il y a une sorte de double concentration comme ça. Je me concentre sur l'œuvre en la tenant pour vraie, mais dans une bulle dans laquelle j'ai en même temps une double conscience du fait que je suis face à une œuvre. Quand je lis mon livre le soir, je ne suis pas totalement dans le roman, j'ai quand même un reste de conscience qui me dit que je suis quelqu'un en train de lire un livre. Voilà, ça me semble assez important. Alors, en fait, les règles de la fiction permettent... Alors, une des grandes difficultés pour le juge, c'est que la fiction est faite d'exactement la même chose sur le plan sémantique que la non-fiction. C'est-à-dire, il n'y a pas des règles, il n'y a pas un langage spécifique à la fiction, il n'y a pas des règles de grammaire spécifiques à la fiction, il n'y a pas d'indice textuel qui serait spécifique à la fiction, parce que alors là, les auteurs ont gentiment joué avec tous les paramètres et se sont servis de tout réciproquement, et donc on ne peut pas l'identifier autrement. Mais il y a quelque chose qui est, sur laquelle les auteurs sont d'accord, et je parle des auteurs encore une fois hors droit, c'est que la fiction n'est pas un mensonge, mais qu'elle est une feintise. C'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à vous détourner du vrai. Le vrai, encore une fois, n'est pas son problème. La fiction cherche à feindre avec vous, et le propre de la feintise, de cette feintise-là, c'est que c'est une feintise qui est partagée. C'est-à-dire que c'est là-dessus, précisément, que porte le pacte de fiction. Il y a un accord entre le lecteur et l'auteur pour que l'histoire qui est racontée soit de l'ordre de la feintise et non pas du mensonge. Et cet accord, ce pacte, permet à chacun ensuite de se retrouver dans la vraie vie en prenant de la distance pour ce qui concerne le lecteur avec ce qu'il a lu. Donc, Jean-Marie Schaeffer dit, si vous décidez, après la lecture d'un roman qui présente un serial killer, de passer à l'attaque et de tuer quelqu'un comme le serial killer, c'est votre décision à vous en tant que lecteur responsable, ça n'est pas la faute de la fiction. Pour conclure sur ce problème de l'identification de la fiction, sur la question du pacte de fiction partagée, de feintise partagée, une autre caractéristique qui se dégage de la narratologie, c'est que l'auteur de fiction offre une œuvre plausible ou vraisemblable. Attention, plausible ou vraisemblable, ça ne veut pas dire autant que l'œuvre est crédible. Le vraisemblable, c'est le vraisemblable aristotélicien qui permet qu'une œuvre ait une cohérence, mais que pour autant, donc on y croit quand on le lit, on n'est pas complètement en vrac par rapport à la lecture, on n'est pas complètement déboussolé, donc l'histoire se tient, mais elle n'est pas pour autant crédible. Donc, croire ou pas croire, décision du lecteur, j'en arrive à la jurisprudence, et là je vais prendre très peu d'exemples. Il y en a un certain nombre. Je suis très très flattée du nombre de décisions que j'ai commentées qui sont dans le. Donc j'ai essayé d'en prendre d'autres pour cet exposé. Et je vais essayer de dégager deux principes d'une jurisprudence qui me semblent très contradictoires par rapport à la fiction. Le premier principe, c'est que la fiction est libre de s'inspirer de personnes réelles, publiques
est reconnaissable. C'est affirmé de façon très claire par un arrêt que m'a rappelé à juste titre Christophe Bigot. La Cour de cassation l'affirme le 3 juin 2004 à propos d'une affaire fait divers. Ce principe est rappelé aussi dans l'affaire L'Enfant d'Octobre de Besson, dont j'ai parlé tout à l'heure. Les époux Villemain se plaignaient du fait que dans la fiction, il y avait une utilisation de leur nom. Et ils disaient, c'est pas possible de faire une fiction avec notre nom. Le tribunal et la cour répondent de façon tout à fait harmonieuse que le seul fait de prêter des pensées et des propos dont le caractère fictif est clairement revendiqué par la note de l'éditeur n'est pas constitutif d'une usurpation fautive du nom, sous peine d'interdire à un romancier de relater une affaire criminelle, même non élucidée. Donc, sur le droit au nom, il n'y a pas de possibilité d'interdire quoi que ce soit. Donc, deuxième principe, la fiction ne peut pas attenter à la vie privée des personnes. Et là, la jurisprudence est assez sévère avec la fiction. Elle l'est bien plus qu'en matière de droit à l'humour. Si vous comparez avec la jurisprudence qu'on a entendue ce matin, elle est quand même très sévère avec les écrivains. Donc ça veut dire que les livres sont toujours considérés comme des objets dangereux. D'une certaine façon, c'est rassurant. À propos de Besson, justement, le tribunal et la cour disent que l'auteur s'est livré à une reconstruction romanesque pour en donner sa propre perception et pour prêter aux époux Villemain des sentiments et des émotions qu'ils n'ont pas eux-mêmes exprimés et que l'auteur n'a pas le droit d'inventer. Je cite, « Le caractère pour partie romanesque d'un récit ne saurait permettre à l'auteur d'utiliser au gré de son inspiration, sans l'accord des protagonistes, des éléments ressortant de leur vie privée. » La solution n'est pas neuve et la Cour de cassation l'avait déjà affirmé à propos d'un roman, d'un polar armoricain qui s'appelait Le Renard des Grèves de Jean Fayet. Alors il y avait un petit village qui s'appelait Carlouan en Bretagne où quelqu'un s'amusait à détacher les bateaux et à faire en sorte qu'ils aillent se fracasser contre le port. Et Jean Fayet, qui est un auteur de polar breton, fait un des romans de sa série sur le sujet. Et il y a une Madame Gabrielle qui se reconnaît, non, une Madame Zen qui se reconnaît dans Madame Gabrielle et qui n'est pas du tout contente parce que le personnage est une ancienne prostituée, ce qu'elle n'était pas, dit-elle. Et elle saisit, et elle va jusque devant la Cour de cassation pour faire condamner Jean Fayet, cette dame qui n'était que très peu publique jusque-là. Et la Cour de cassation lui donne raison. Et la narration d'un événement purement fictif, intervenant dans la vie de l'un des personnages imaginaires d'une œuvre de fiction, qui, tout en étant inspirée d'un fait réel, n'a aucune vocation à passer pour vrai. Ah non, là, je suis en train de vous lire la plaidoirie de l'avocat, n'importe quoi. Alors, oui, parce que non, dans la vie de l'un des personnages imaginaires d'une œuvre de fiction, qui, tout en étant inspirée d'un fait réel, n'a aucune vocation à passer pour vrai, ressorti de la liberté de création. J'étais plutôt d'accord avec lui. Eh bien, pas du tout. La Cour de cassation dit que on ne peut pas mélanger des faits fictifs avec des faits réels, que c'est mal, que l'auteur est condamné pour l'amalgame auquel conduisaient nécessairement les divers points de similitude dûment rapportés entre le personnage du roman et l'intéressé, qui doit être connu par 5 personnes, je le répète, et la péroraison de cette décision est inexorable et, à mon avis, catastrophique. Une œuvre de fiction appuyée en l'occurrence sur des faits réels, si elle utilise des éléments de l'existence d'autrui, ne peut leur en adjoindre d'autres qui, fussent-ils imaginaires, portent au respect dû à sa vie privée. Eh bien, fermez le banc. À cette aune-là, Madame Bovary n'aurait jamais pu être écrite, puisque et un certain nombre de très grands romans du XIXe siècle n'auraient pas pu être écrits, puisque Le Rouge et le Noir, enfin, la plupart sont inspirés de faits réels. Alors, est-ce que cette décision n'est pas totalement excessive? Je termine par une affaire Muller qui va connaître des rebondissements judiciaires. Mais nous avons une décision de référé, 2 décisions de référé qui datent de février, puisque de façon très exceptionnelle, ce programme audiovisuel doublé d'une espèce de jeu concours pour reconstituer le procès sur Internet, qui à mon avis était d'un goût assez douteux, mais c'est mon opinion, a été
été interdit, programme d'Arte, donc a priori pas TF1, a été interdit de diffusion d'antenne à la demande du docteur Muller qui, entre le début de la production du film et la publication, a été acquitté. Ce qui n'est pas tout à fait anodin. Ce monsieur, vous le savez, a été accusé d'avoir tué sa femme, etc. et dit qu'il a été brisé par 13 ans de procès et je ne sais combien de mois de détention pour lesquels il demande une indemnisation actuellement très conséquente à l'État. Voilà, on peut comprendre l'état de ce monsieur. Ce qui est beaucoup plus contestable, me semble-t-il, c'est la motivation qui a été retenue contre lui, parce qu'elle renverse complètement la perspective que j'indiquais tout à l'heure, et en fait que j'ai pas eu le temps de développer, mais j'en dis un mot ici. C'est-à-dire que quand dans une fiction, vous avez un élément de réel, il y a un certain nombre de spécialistes de narratologie qui disent que cet élément de réel est englobé dans la fiction, il est en quelque sorte disséqué, etc. Par exemple, le Paris du ventre de Paris de Zola, c'est pas Paris, c'est le Paris de Zola. Par exemple, le Jean-Marie Le Pen, du procès de Jean-Marie Le Pen du petit-fils Lindon, on a parlé de son grand-père tout à l'heure, c'est pas Jean-Marie Le Pen, c'est un personnage de roman tel que vu par... bon, je sais que c'était pas l'opinion de la Cour de cassation, ni de la Cour européenne dans cette affaire. Là, il y a un renversement de perspective complet, c'est que le tribunal dit que le téléfilm est bien une œuvre de fiction, mais le scénario n'est que la reprise quasi servile de l'histoire du docteur Muller. C'est assez rigolo, les quasi serviles pour les spécialistes de propriété intellectuelle qui sont dans la salle. Mais c'est pas ça qui est ennuyeux. Ce qui est ennuyeux, c'est les moyens opposés par les sociétés de production et de diffusion selon lesquels les faits divulgués lors d'une audience pénale sont publics et peuvent être licitement repris, ne sont pas pertinents car ils s'appliquent au cas où cette reprise est faite dans le cadre d'un documentaire ou d'un article d'information et non dans le cadre d'une œuvre de fiction. Donc la fiction, Zola avait parfaitement raison, n'a absolument pas le droit que la presse ou que les documentaires, et je voudrais quand même qu'on m'explique pourquoi. Et deuxièmement, et j'ai fini, la création audiovisuelle peut certes s'inspirer de faits réels et mettre en scène des personnages vivants, mais ne saurait, sans l'accord de ceux-ci, empiéter sur le terrain de leur vie privée. Et ce qui est reproché ici, c'est que ces éléments, c'est pas d'avoir fait une fiction, c'est d'avoir pris la vie réelle et d'avoir ajouté des éléments fictifs. Donc le tout considéré, finalement, c'est plus du tout le fait que ce soit une fiction, c'est le fait que ce soit le récit d'une vie réelle, alors quand même, il n'y a aucun élément d'analyse du texte ou du scénario ou de quoi que ce soit qui nous permette de vérifier ces assertions.